Et on retrouve David Engels. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, il y a quelques jours en Allemagne, la métropole portuaire de Hambourg vient de décider de son propre suicide économique pour protéger le climat mondial. Parlez-nous un peu plus de l'hystérie de nos voisins allemands pour nous rassurer que nous ne sommes pas seuls en France à nous enfoncer dans la folie. Oui, en effet, le 12 octobre dernier, donc il y a un peu plus d'une semaine, on repense à un référendum initié par quelques ONG écologistes. La partie progressive de la population de la métropole hanséatique a voulu donner un signal fort de son engagement pour le climat mondial et a imposé à la cité-État d'atteindre la neutralité climatique déjà dès 2040, donc 5 ans plus tôt que prévu par le plan national. Ainsi, la ville vient de signer son propre arrêt de mort. Une décision très bizarre, d'autant plus contestable que sa représentativité démocratique est assez douteuse. Car la participation électorale avait été de 43,7% seulement et la majorité atteinte au sein de ces derniers de 53,2% à peine. Ce qui veut dire que seulement 23,2% des citoyens ont explicitement voté en faveur de ce tournant radical affectant pourtant le land entier de Hambourg. Alors, qu'est-ce que cette décision va impliquer? Parlons d'abord des mesures envisagées durant les 15 prochaines années. Interdiction des chaudières au gaz et au fioul, électrification forcée des transports publics et privés, mise en place de zones à émissions nulles, rénovation énergétique obligatoire de centaines de milliers de bâtiments et surtout une conversion climato-neutre du port et de ses industries qui sont, avec Brême, la porte d'entrée économique principale vers l'Allemagne. Pour les promoteurs du texte, il s'agit d'une victoire historique pour les milieux économiques d'une mise à mort annoncée. Car une telle accélération des transformations climatiques écolo-gauchistes revient à imposer à une métropole industrielle et portuaire de presque 2 millions d'habitants un effondrement certain de la compétitivité locale et, bien entendu, de la viabilité de la métropole pour la plupart de ses habitants. De plus, les estimations varient, mais la Chambre de commerce de Hambourg parle déjà d'un coût total dépassant les 60 milliards d'euros, donc 4 fois les revenus fiscaux annuels, sans compter l'impact indirect sur les PME, l'immobilier et la logistique portuaire. La ville, qui dépend largement des terminaux pétroliers et du transport maritime international, se voit donc contrainte de restructurer des milliers d'emplois tout en faisant face à une crise du logement qui est déjà dramatique. Alors les effets concrets se font déjà sentir. Les prix de l'énergie, déjà parmi les plus élevés d'Europe, risquent de croître encore et de rendre toute activité industrielle à Hambourg impayable au long terme et de pousser de nombreuses entreprises à l'exode forcé. Plusieurs entreprises de logistique ont déjà annoncé vouloir transférer leurs opérations vers Brême, Rotterdam et Anvers. Les rénovations imposées aux propriétaires pourraient atteindre plus de 1000 euros par mètre carré, ce qui condamnera des dizaines de milliers de ménages à vendre soudainement leurs biens à des prix probablement dérisoires. La création de zones à émission zéro va rendre impossible à de nombreux travailleurs défavorisés de se rendre tout simplement dans la métropole en voiture et va leur faire perdre encore plus de temps dans des systèmes de transport public soit dysfonctionnels, soit simplement inexistants. Et le budget municipal, plombé par les nouvelles dépenses, devra probablement réduire d'autres postes essentiels, notamment dans le domaine de la sécurité, l'éducation, des logements sociaux ou de la rénovation des infrastructures, accélérant encore un peu plus le déclin de la ville qui est d'ailleurs annoncé déjà depuis de nombreuses années, etc., etc. Donc en somme, Hambourg a voulu sauver à elle toute seule le climat planétaire en sacrifiant non seulement toute son activité économique, mais aussi ses classes moyennes et défavorisées. Et alors pourquoi cette décision suicidaire? Comment expliquer cette autodestruction annoncée, David Engels? Bah, tout d'abord, il y a évidemment le fondamentalisme écologiste de certains milieux extrêmement influents en Allemagne, où les médias, les universités, les grandes administrations sont toutes complètement dominées par un personnel formaté dès l'école maternelle à vouloir sauver la planète tout en menant une vie assez cossue. En effet, la plupart des écologistes appartiennent aux classes moyennes supérieures et ils sont employés directement ou indirectement par le secteur public, de manière à ce qu'ils ne subissent aucunement les conséquences immédiates de leurs propres actions. Mais il y a plus, beaucoup plus. Car pour comprendre les motivations derrière ce suicide, il faut se rendre ou il faut se souvenir du scandale Greichen qui a révélé la collusion entre certains responsables du ministère de l'économie, des ONG écologistes et des cabinets de conseil privés.
Patrick Reichen, jadis secrétaire d'État au ministère de l'économie et proche du ministre écologiste Robert Habeck, fut contraint à la démission après la révélation de sa mise en place d'un système pseudo-écologiste circulaire corrompu où les mêmes acteurs qui rédigeaient les avis d'experts les transposaient ensuite en réglementation climatique légale et profitaient ensuite des subventions pour les mettre en œuvre. Alors ce modèle s'est étendu depuis longtemps à toute l'Allemagne. Derrière le vernis moraliste de la transition énergétique se cache un complexe économico-idéologique où les convictions servent de façade à des réseaux de corruption aux dimensions astronomiques. Si de telles manigances étaient détectées en Hongrie ou en Slovaquie, elles mèneraient à de lourdes sanctions européennes pour entrave manifeste à l'état de droit. Mais localisées en Allemagne, ces mêmes dérives sont considérées comme une preuve d'une société civile résiliente et responsable. Mais il y a pire. L'expropriation de la classe moyenne au nom du climat profite immédiatement à des acteurs économiques et financiers bien connus. Ainsi, le richissime chancelier Friedrich Merz a travaillé pendant de nombreuses années pour BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et premier investisseur global dans l'immobilier et les fonds verts. Dès lors, chaque nouvelle norme écologique votée au Bundestag crée immédiatement des opportunités en or pour la haute finance. La rénovation forcée des logements, l'obligation d'acheter des équipements certifiés, l'interdiction de chaudières bon marché, etc., oblige les particuliers incapables de suivre l'éternelle spirale des rénovations à vendre leurs biens. Et alors BlackRock et des autres les rachètent à prix réduit et profitent de leur taille immense pour réaliser les investissements nécessaires à des coûts assez réduits. Résultat, en Allemagne, la propriété privée s'effondre, la concentration du capital s'accroît. Ainsi, sous couvert d'écologisme, on assiste à une prolétarisation silencieuse de la classe moyenne allemande, et c'est la haute finance qui en bénéficie. Peu étonnant qu'une grande partie des ONG écologistes soit financée justement par ces grands acteurs économiques et financiers. Le cas de Hambourg n'est donc pas une exception, mais plutôt un laboratoire. Le référendum a été salué par les médias allemands comme un acte de maturité démocratique. Il s'agit en réalité d'un triomphe de la culpabilité morale sur le bon sens. La ville contribue à moins de 0,02% des émissions mondiales. Sa neutralité carbone n'aura donc aucun effet mesurable sur la planète. Mais son coût social et économique sera colossal. Car derrière les slogans comme sauver la planète, agir maintenant, zéro émission, se cache un transfert de souveraineté. Le citoyen devient client, le politique devient comptable du carbone et l'économie réelle se met au service d'un idéal abstrait défini ailleurs, dans les bureaux de la Commission européenne ou de BlackRock. Ouais, David Engels, donnez-nous tout de même un peu d'espoir, s'il vous plaît. Alors justement, de l'autre côté de l'Atlantique, la situation est en train de s'inverser. Aux États-Unis, la vague verte semble avoir dépassé son apogée. Les grandes entreprises, jadis militantes de l'idéologie ESG, Environmental Social Governance, se réalignent sur la politique industrielle réaliste lancée par Donald Trump. Sous pression du nouveau président, les capitaux se détournent des projets écologistes spéculatifs pour revenir vers les énergies traditionnelles, les infrastructures, l'industrie lourde, la défense et les transports, les géants de la finance comme Vanguard ou BlackRock, justement, s'adaptent rapidement. Ils suivent le pouvoir, non pas les idéaux. Et avec cette réorientation, c'est tout le financement des ONG et des médias écologistes aux États-Unis qui s'assèche. Le militantisme moral, sans argent ni relais politique, commence déjà très clairement à se déliter. Cette inflexion américaine montre une vérité brutale. L'idéologie écolo-gauchiste n'a jamais été qu'un outil de pouvoir pour les riches et puissants. Tant qu'elle servait à orienter les flux de capitaux, à cimenter le pouvoir d'une certaine caste politique et à réduire les classes moyennes au silence, elle prospérait. Désormais, elle est utilement remplacée par un pragmatisme économique assumé et ce sont bien évidemment les mêmes qui restent aux manettes. Alors reste la question, l'Europe suivra-t-elle? Rien n'est moins sûr. Le vieux continent, hanté par sa culpabilité historique et sa dépendance morale au consensus international, risque de demeurer probablement le dernier bastion du complexe écolo-financier lourdement appuyé par les élites du Parti démocratique américain. Les dirigeants européens, incapables de rivaliser industriellement avec les États-Unis ou la Chine, préfèrent donc s'ériger en gardiens de la vertu climatique afin de consolider leur pouvoir politique et leur lien avec la haute finance. Mais à force de punir ses propres citoyens, l'Europe s'épuise.
Ces métropoles, naguère florissantes, s'enlisent dans la dette verte et l'immobilier en crise. Ces classes moyennes, étranglées, se détournent de la démocratie. Son industrie, découragée, se délocalise. Et pendant ce temps-là, le climat, lui, il n'en a strictement rien à faire. Le destin de Hambourg devrait donc servir d'avertissement à la France. Une véritable écologie ne consiste pas à ruiner les peuples pour des gains symboliques, mais à restaurer une vraie continuité et complicité et complémentarité entre l'homme, la nature et la culture. Tant que l'Europe persistera à confondre vertu et soumission, elle s'enfoncera dans la dépendance et le déclin, dont seules quelques élites et quelques minorités chouchoutées tireront en bénéfices concrets. Merci David Engels pour cette chronique. Puis bon courage aux habitants d'Hambourg. Et effectivement, on espère que ça servira d'avertissement pour les autres villes et autres pays européens. En effet, merci bien pour À la l'invitation. semaine prochaine.